Et maintenant, nous allons passer à la présentation de Véronique Blum. Juste avant, quelques petits points d'ordre. Donc déjà, bienvenue à toutes ceux et tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Je voulais juste rappeler que de façon réfléchie, nous avons en fait découpé ce webinaire en tranches d'une demi-heure. Vous avez eu le programme dans l'invitation. Vous êtes tout à fait libre de vous connecter au début de chaque demi-heure en fonction de vos disponibilités. Et chaque demi-heure est conçue de la façon suivante. Un talk de 20 minutes par le ou la présentateur, suivi de questions-réponses, exactement comme on vient de le faire avec Adrien. Donc, bienvenue à tous. Nous allons donc maintenant écouter Véronique Blum. Véronique est maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes. Elle est spécialiste des questions financières, de comptabilité, d'évaluation des intangibles et des immatériels. Véronique a une longue liste de spécialités. Je m'arrête juste sur ce point-là qui est en particulier pertinent pour la question des données qui peuvent être considérées éventuellement comme une forme d'actif immatériel. Et Véronique est donc co-présidente du comité sur les immatériels au chapitre français de la Licensing Executives Society. Et tu es également, Véronique, chercheuse associée à UM Lyon dans le cadre des travaux de la chaire IMPLID sur le patrimoine digital de l'entreprise. Tu vas nous parler donc quelque chose de très récent qui s'est développé à Singapour et qui est donc un guide à la valorisation des données dans le cadre d'un partage des données. C'est à toi. Tout à fait. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure avant midi, avant que nous démarrions. Un salut particulier à ceux qui sont à l'heure de l'apéritif à nous regarder, spécialement ceux qui partagent un château Montredon et quelques pistaches. Voilà pour le message personnel. Nous allons aujourd'hui parler ensemble dans les 20 minutes puis 10 minutes de questions qui suivent d'un exemple d'une méthodologie propre à évaluer les données. L'idée n'est pas seulement de les évaluer dans le cadre de partage de données, mais cette méthodologie a été développée, vous le voyez, par les différents organismes qui s'affichent au bas de votre écran, donc Infocom Media Development Authority à Singapour, le Personnel Data Protection Commission et l'Intellectual Property Office de Singapour. L'idée étant de susciter plus de partage de données et de développer l'activité de la donnée à Singapour. C'est un travail que nous avons trouvé très inspirant, que nous avons découvert grâce à notre chercheur associé aussi à la chaire IMPLID, Riyad, qui nous regarde aujourd'hui. Et je vais vous exposer un petit peu la présentation qui est faite par ce consortium de Singapour. Dans un premier temps, hop, je vais essayer de faire passer mes slides. Oui, c'est bon. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'essayer ici de valoriser les données pour pouvoir créer de la valeur. Le point de départ de la méthodologie est de constituer ou de découvrir ce que peut être le marché de la donnée. Donc, pour qu'il y ait marché de la donnée, il faut qu'il y ait deux types d'agents, évidemment, le fournisseur de données et l'acheteur de données. Le fournisseur de données est celui dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui dispose d'un stock de données dont il n'a pas nécessairement utilité lui-même et qu'il va pouvoir évaluer pour transférer ces données, pour les partager avec d'autres utilisateurs qui pourraient y trouver un usage. À ce moment-là, va se faire une évaluation du potentiel de partage. De son côté, l'acheteur de données, pour qui ces mêmes données seraient utiles, lui aussi évalue ses besoins en données. C'est à ce moment-là que se découvre le marché des données. Lorsqu'il y a découverte, lorsqu'il y a un indice d'une transaction possible, chacun, tour à tour, va procéder de son côté comme d'habitude dans le cadre d'une transaction, c'est-à-dire que l'on va retrouver une étape d'évaluation financière ou non de la donnée, parce qu'on peut penser aussi à une transaction d'échange et on aboutira au partage des données ou à l'échange de données.
Adrien l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas sur le marché du pétrole où on échangerait des barils de pétrole brut standardisés et comparables en qualité, donc comparables en qualité, en quantité. Au contraire, la donnée se caractérise de diverses façons et l'ensemble de ces caractéristiques va permettre de définir le prix ou la valeur, en tout cas, d'échange. Parlons plutôt de valeur que de prix d'échange. Parmi les attributs de la donnée, on va retrouver la source de la donnée qui peut importer. Est-ce qu'elle est créée par un auteur? Est-ce qu'elle est saisie par un utilisateur? Je reviendrai dessus tout à l'heure. Quel est son domaine? Quel est son domaine d'origine ou quel est son domaine de destination? C'est une autre caractéristique d'un dataset qui pourrait être échangé. Et enfin, à quelle catégorie de données avons-nous affaire? Je reviendrai dessus dans un instant également. En catégorisant, en clarifiant les attributs de l'ensemble de ces données, on va pouvoir procéder à des taxonomies, on va pouvoir établir la conformité de ces données avec les protections qui sont en vigueur. Est-ce que le dataset est conforme aux notions de cybersécurité ou aux réglementations en vigueur? Mais on n'aura pas fait le tour de la question. Il y a encore d'autres attributs auxquels on pourrait penser, qui sont l'origine géographique, par exemple, des données, le fait que la donnée soit une donnée personnelle ou une donnée non personnelle, comme on a parlé Adrien tout à l'heure, qu'elle émane du secteur privé ou du secteur public, et puis à l'intérieur de ce secteur public, est-ce une donnée de recherche, est-ce une donnée expérimentale? Enfin, vous voyez qu'on a un éventail de catégorisation des données qui est assez conséquent. Cela nous permet de constituer des taxonomies, donc de qualifier les données qui vont être échangées. On l'a dit tout à l'heure, parmi les sources de données, on peut trouver des données d'auteur, celles qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'on parlait du droit d'auteur. Donc là, on parlera par exemple, de photographie, de plans d'architecture. Est-ce qu'il s'agit de données saisies par les usagers, notamment dans les réseaux sociaux, de données capturées lors de transactions, par exemple, ou encore de données dérivées, qui sont donc des données, ce qu'on peut aussi appeler les données transformées à partir d'autres données. Une autre catégorisation peut être fondée sur les usages que j'ai rapidement cités tout à l'heure. Parmi ces usages, on va trouver des données qu'on va qualifier de master data, qui décrivent des personnages ou des personnes, qui décrivent des lieux ou des objets. On peut parler de données transactionnelles qui décrivent des transactions, de données de référencement qui décrivent des catégories d'appartenance d'objets, de métadata qui sont des données sur les données, quel type de données, quand la donnée a-t-elle été créée, qui est l'auteur de la donnée, comment tracer la donnée. Voilà le type d'informations que l'on va retrouver sous ce label de métadata. Et des données non structurées, on retrouve dans cette catégorie également les données issues des réseaux sociaux ou des mouvements de véhicules, par exemple. Ça, ce sont les attributs descriptifs et relativement faciles à identifier. Il y a d'autres attributs de la donnée qui sont très nombreux. On va retrouver par exemple la notion de complétude. Donc là, on est plus dans la description de la qualité de la donnée. Est-ce que le dataset dont on dispose est complet? Est-ce qu'il est complet? Est-ce que la matrice est complète en ligne, en colonne? Combien de lignes sont complètes? Combien de colonnes sont complètes? Combien de cellules sont manquantes? Vous voyez qu'on peut décliner cette notion de complétude qui ressemble à la notion d'exhaustivité que l'on connaît dans des problématiques de contrôle interne, par exemple. Est-ce que la donnée est cohérente? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est conforme aux attentes? Est-ce qu'elle est ponctuelle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à temps dans le processus de production? Si je souhaite, par exemple, évaluer un taux de redevance dans le cadre d'un contrat sur une licence, je vais plutôt essayer de trouver des taux de redevance récents et éviter de m'appuyer sur des taux de redevance qui datent d'il y a quelques années pour avoir une information qui soit à jour.
Est-ce qu'elle est précise? Donc là, on est plutôt dans des notions d'exactitude. Est-ce qu'elle est interopérable, facilement accessible? Est-ce qu'elle est exclusive? Vous voyez que tous ces critères que je viens de nommer sont des critères qui sont positivement corrélés à la valeur de la donnée. C'est-à-dire que plus ils sont importants, plus la valeur de la donnée va augmenter. En revanche, on peut également trouver des attributs qui vont être négativement corrélés à la valeur de la donnée. Par exemple, les risques qui sont associés au dataset. Est-ce qu'il existe des risques de cybersécurité, des obligations légales, par exemple, qui risquent d'être coûteuses et qui vont détruire la valeur ou qui vont potentiellement détruire la valeur de mon dataset. Et enfin, est-ce qu'il existe des restrictions d'usage sur le dataset qui est en cours d'échange? Plus il existera de ces restrictions, évidemment, plus la valeur va diminuer. Ces attributs qui me permettent de qualifier la qualité de la donnée, on peut les regrouper dans une échelle qu'on pourrait bâtir, qu'on pourrait nommer l'échelle d'utilité de la donnée. Une fois que nous avons caractérisé nos données, nous allons pouvoir passer à l'application des méthodologies d'évaluation de la donnée, qui sont les mêmes que les méthodologies que l'on trouve d'habitude dans les choix d'investissement. La plupart d'entre vous les connaissez, elles sont trois. La première approche, c'est l'approche par le marché, que je vais décrire tout à l'heure. La seconde, c'est l'approche par les coûts. Et la troisième, c'est l'approche par les revenus. Ces trois approches peuvent servir trois objectifs différents, trois motivations d'évaluation. La première, c'est de mesurer les revenus supplémentaires qui sont générés. Donc, parmi les revenus supplémentaires, on peut trouver les coûts économisés. La deuxième est donc cette réduction de coûts que l'on peut pratiquer par l'usage de la donnée. Par exemple, je vais rationaliser ma ligne d'approvisionnement grâce à l'étude des données. Je vais donc réduire les coûts. On verra un exemple tout à l'heure. Et ensuite, je peux évaluer mes données pour évaluer ma contribution à un bien public, à un hub, par exemple, qui collecterait de la donnée sur un sujet particulier. L'approche par le marché, elle pose la question suivante. J'ai un dataset à ma disposition, je souhaite l'évaluer. Pour ce faire, je vais le comparer à des transactions ayant opéré sur des datasets plus profonds, plus larges, exprimés dans des devises différentes, peut-être avec des contenus différents, et je vais réajuster ces prix pour établir la valeur de mon dataset. Une autre approche consiste à mesurer la valeur de ce dataset par rapport à des performances comptables classiquement utilisées. Par exemple, quel est le prix du dataset en pourcentage du chiffre d'affaires, en pourcentage de l'EBE ou du résultat d'exploitation de l'entreprise qui l'a vendu. Ça, c'est l'approche par le marché où on voit qu'elle est ancrée dans le présent et qu'on va plutôt regarder des transactions récentes. Une autre approche est celle par les coûts. Là, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé. Alors, nous avons ici la question suivante. Nous disposons d'un dataset et nous aimerions savoir, par exemple, en cas de perte de ce dataset, combien cela nous coûterait de le reconstituer. S'il fallait reproduire ce dataset, quel serait l'investissement à réaliser? Ou alors, quel serait l'investissement à réaliser pour obtenir le même type d'information que ce dataset mettait à notre disposition? On parle dans le premier cas de coût de reproduction, dans le deuxième cas de coût de remplacement. Et finalement, la troisième approche est celle par les revenus. Vous la connaissez sans doute tous. La plupart d'entre vous la connaissent sous le nom de DCF, Discounted Cash Flow. Donc là, il s'agit de projeter les revenus potentiels générés par le dataset dans le futur, donc de déterminer les flux de trésorerie associés pour les années à venir à ce que ce dataset peut nous apporter dans le cadre d'un processus, par exemple, de rationalisation de notre chaîne d'approvisionnement. Et puis, nous ramenons tous ces flux de trésorerie exprimés à différentes dates à une valeur d'aujourd'hui. Nous allons illustrer ce processus dans un instant. Voyons d'abord l'approche par le marché. Nous sommes dans le cas d'une entreprise ici, que l'on va appeler Ryan par exemple, qui dispose d'un dataset
comprenant des données portant sur 5000 conducteurs américains, conducteurs de voitures américains évidemment. Ce dataset a été vendu 1 800 000 $ récemment, ce qui veut dire que chaque profil de conducteur vaut 360 $. Lorsque l'entreprise, que l'on va nommer Gosselin, puisqu'on parle de Drive ici, souhaite elle aussi vendre un dataset à sa disposition, elle va d'abord évidemment énumérer le nombre de profils qui figurent sur ce dataset. On voit qu'elle a 20 000 profils similaires ou comparables à ces profils qui viennent d'être échangés sur le marché. Elle a donc un benchmark qui est de 360 $ par profil qu'elle va appliquer au nombre de ces profils pour trouver une valeur globale de 7 920 000 $. C'est assez simple, il fallait y penser. Illustrons maintenant l'approche par les coûts. L'approche par les coûts, elle, se déroule en 4 étapes. Dans un premier temps, on identifie tous les coûts, toutes les dépenses qui ont été réalisées par le passé pour constituer la base de données ou le dataset que l'on est en train d'évaluer. Donc, dans le cas, dans l'illustration que je vous propose, on a des coûts d'entrée, de saisie de données, de capture des données qui sont de 4 400 000. On a des coûts de logiciel, des coûts de capital humain, des coûts de marketing, d'autres frais généraux. On pourrait trouver des coûts de cybersécurité dans l'ensemble de ces coûts, ce qui nous permet d'estimer le coût total à 5 826 000 € par exemple pour la constitution de ce dataset. La question qui suit, à combien dois-je vendre ou est-il raisonnable de vendre un dataset qui m'a coûté presque 6 millions de coûts de production? Eh bien, on va regarder la rentabilité de l'entreprise. Donc, Singapour nous propose ici de nous référer à la rentabilité financière, mais on pourrait aussi se référer à la rentabilité commerciale, donc au ROS, au RN sur CA. Donc, Singapour, le consortium retient ici un ROE de 15% que l'on applique à notre coût total, ce qui veut dire qu'on va ajouter une marge, puisqu'il nous indique ce montant, la marge que l'on devrait réaliser en vendant ce dataset afin que la vente du dataset ne détériore pas la marge globalement réalisée par l'entité. Donc cette marge additionnée des coûts de production du dataset nous procure la valeur à laquelle il est recommandé de vendre ce dataset. La dernière méthode de valorisation ou d'évaluation de la donnée est l'approche par les revenus. Elle procède en 3 parties. Dans un premier temps, on va identifier les revenus supplémentaires qui seront générés grâce à l'accès à la donnée. Ça peut être, nous l'avons dit tout à l'heure, des revenus supplémentaires ou des coûts épargnés. Dans un deuxième temps, nous allons chercher à identifier les coûts supplémentaires qui sont générés par l'accès à la donnée. Par exemple, l'embauche d'un data scientist ou, nous l'avons nommé tout à l'heure, les coûts de cybersécurité liés à la gestion, à la maintenance de cette donnée. La différence entre les revenus et les coûts va nous permettre de calculer les flux de trésorerie supplémentaires générés par l'activité donnée. Passons à une illustration. Nous sommes dans le cas d'une entreprise qui est une compagnie d'assurance. Sa stratégie consiste à ajuster les primes de risque clients pour pouvoir réduire les réclamations. Elle espère que cette réduction des réclamations puisse réduire les coûts, donc liés à la gestion de ces réclamations, mais elle est consciente en même temps qu'il va y avoir un effet collatéral négatif qui fait que, en raison de ce changement de politique, certains clients, notamment les plus risqués, vont quitter l'assureur, ce qui veut dire qu'un effet financier, un autre impact financier sera une perte de revenus des clients qui ne contracteront plus leur politique d'assurance chez cet assureur. On va budgéter tous ces revenus et ces coûts en 3 étapes. Dans un premier temps, on va comparer le coût des réclamations préalables, donc avant l'usage de la data, ici 20 millions en année 1,
avec le coût des réclamations que l'on envisage après l'usage de la data. Donc on voit qu'on fait une économie de 3 millions en première année et de 8 millions en année 3. On ajoute, ce gain de 3 millions va être réduit de la perte de revenus liée au départ de certains clients et donc des polices d'assurance que l'on n'encaissera plus. Donc on a une réduction nette de coûts qui se calcule ici. À cela, nous allons ajouter les coûts supplémentaires liés à la gestion de la data, l'analyse de données, les coûts marketing qui vont expliquer la police, les nouvelles politiques commerciales, et on va retrouver des flux financiers calculés après impôt et ramenés à la valeur d'aujourd'hui pour estimer un coût de notre dataset à 8 700 000 € environ. Voilà pour nos 3 illustrations. Je finis avec la conclusion. Donc, nous avons vu ensemble qu'effectivement, les données ne sont pas une commodité comme le pétrole, dans la mesure où elles ne sont pas standardisées de la même façon que peut l'être le baril de pétrole, car elles sont caractérisées par leurs sources, les droits qui leur sont associés, s'il y en a, en tout cas les droits contractuels, les usages qui en sont faits. Cela ne nous empêche pas, nous venons de le voir, de calculer le coût de la donnée, puisque les 3 méthodes classiquement utilisées dans le cadre d'évaluation financière sont tout à fait utilisables aujourd'hui. Nous venons de voir une illustration pour la méthode orientée vers le passé, donc la méthode des coûts, pour la méthode ancrée dans le présent, la méthode des comparables, et pour la méthode orientés vers le futur, donc les fameux flux de trésorerie actualisés. Évidemment, ces méthodes seront choisies en fonction des objectifs de l'évaluation. Mon temps de parole est maintenant écoulé. Il nous reste environ 10 minutes d'échange. Donc, je vous Merci propose Véronique. de revenir en position Zoom. Est-ce qu'il y a des questions ? Et vous pouvez en fait lever la main, il y a une icône, je crois, lever la main, qui nous permet d'activer votre voix et votre vidéo le temps de la question. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil supplémentaire. On a déjà une question, donc la plus récente, c'est où trouver ces bases de données de transactions récentes qui peuvent soutenir ou alimenter une approche de la valorisation par le marché. Alors, des bases de données, des transactions, elles sont à disposition des organisateurs du marché pour le moment. Je ne crois pas qu'il y ait des bases de données publiques portant sur les transactions des datasets, pas à ma connaissance. Et donc, je vais poursuivre, je vais prendre la voix de la personne qui a posé la question. Qui sont ces organisateurs du marché aujourd'hui ? Alors, les organisateurs des marchés, tout dépend de quel type de données on va évoquer. On a pas loin de 300 data brokers, je crois, qui vont collecter des datas plutôt personnelles aujourd'hui et fixer leur prix en fonction des qualités des données ainsi récupérées, puis les revendre dans le cadre de politiques commerciales, notamment pour la publicité. Mais on a aussi des acteurs industriels qui vont nous permettre de procéder à des échanges de data industrielle. C'est ce qu'on appelle les data service providers. Donc, ceux-là nous permettent, les DSP, sont ceux qu'Adrien a déjà cités tout à l'heure. Ils vont à la fois procurer des services de travail sur la donnée, de transformation des données, d'étude des données, mais également d'échange des données. Alors, dans la sharing PLID, on a par exemple travaillé avec Dawex, qui est une plateforme d'échange de données sur laquelle vous pouvez vous rendre pour procéder à la vente des données qui sont à votre disposition. Donc, il y a un nombre grandissant d'opérateurs. C'est pour ça qu'on se pose des questions sur le marché de la donnée. C'est parce que le marché de la donnée est un marché qui devient dynamique. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Antoine, oui, je prends les questions. Antoine nous demande quelle différence entre ces méthodes d'évaluation avec celles des autres IP, donc avec celles des autres propriétés intellectuelles. Aucune. La démarche de chacune des méthodologies est complètement similaire. Simplement,
on va travailler sur des objets qui ne sont pas, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas des commodités, donc qui sont très spécifiques. Et donc, il va falloir qualifier ces objets donnés. Est-ce qu'on parle de données de recherche? Est-ce qu'on parle de données publiques? Est-ce qu'on parle de données personnelles? Mais le processus d'évaluation est exactement le même qu'avec les autres formes de propriété intellectuelle. Alors, je me permets de te challenger avec la question suivante de Caroline de Mareuil-Villette qui met la survaleur associée aux data n'est-elle pas très difficile à évaluer, au contraire des marques ou des brevets qui sont maintenant évaluables de façon plus générique? Je pense que c'est le sens de la question. Alors, tout dépend des activités. Caroline, tu me diras si j'ai bien compris ta question. La survaleur des données. On avait, par exemple, dans le livre blanc que l'on produit et qui va bientôt sortir avec Clément et Riyad, on a évoqué le cas de WhatsApp. Si je prends le cas de WhatsApp, où on a un achat par Facebook d'une entreprise pour 17 milliards à peu près, dans le cas WhatsApp, WhatsApp a reconnu à peu près 2 milliards de clients acquis, 400 millions, 450 millions en gros de non commerciaux et en gros 300 millions de technologies, tout le reste étant composé de goodwill résiduel. Eh bien, cette valeur-là, on peut penser qu'il s'agit de la valeur de la donnée. Donc, elle est qualifiable ici dans le cas de WhatsApp, donc 15 milliards, soit à peu près 38 $ par utilisateur. Elle est évaluable a posteriori pour WhatsApp parce qu'on a une transaction de marché qui est une transaction publique et que l'on retrouve dans l'information comptable de Facebook lors de la répartition du prix d'achat. Est-ce que j'ai suffisamment répondu à la question de Caroline? Pour les autres entreprises, non cotées, on a beaucoup moins de benchmarks pour l'instant. On a quand même des multiples qui sont assez phénoménaux. Si je reprends le cas de WhatsApp, on a un prix qui s'échange à plus de 1000 fois le chiffre d'affaires. Je ne suis pas sûre que ça puisse servir de base à toutes les transactions des startups et autres entreprises, plus petites entreprises, exerçant dans le domaine de la donnée. Une question intéressante et difficile, je pense, de Franck Delamer. Oui. Comment prend-on en compte la qualité juridique et donc le risque contentieux, j'imagine, des datasets dans les différentes méthodes? Tout à fait. Alors, on l'a assez peu évoqué et j'ai trouvé que c'était peut-être une des faiblesses de la méthode de Singapour qui considérer le risque simplement comme un attribut ici. Nous, il nous a semblé que cette évaluation du risque était beaucoup plus complexe et il existe aujourd'hui des méthodes, comme la méthode FAIR, qui nous permet d'évaluer la perte de valeur potentielle liée à un dataset, par exemple. Alors, ce n'est pas un risque juridique ici au sens propre, c'est un risque juridique encouru parce qu'il y aurait un défaut de cybersécurité. Les autres risques juridiques, pour pouvoir les chiffrer, il va falloir qu'on attende un petit peu parce qu'il va nous falloir là aussi des benchmarks de jurisprudence existante. Il est impossible aujourd'hui de déterminer quels sont les risques juridiques s'il n'y a pas eu des décisions de justice particulières sur la donnée, ce qui n'est pas encore le cas en France. En tout cas, nous, on travaillait plutôt sur le secteur français. Il y a un gros travail à faire de taxonomie, puisque si c'est de la donnée personnelle, alors le risque contentieux lié à la RGPD et à d'autres cadres juridiques s'applique. En revanche, sur d'autres types de données, le risque sera qualifié différemment. Donc, il y a un petit travail de fourmi en fonction des cadres juridiques. Oui, c'est-à-dire que les termes contractualisés au départ vont définir le niveau de risque. Donc, il faudra étudier le contrat de transaction pour pouvoir estimer quel est le niveau de risque associé. Et juste une question, on va juste répondre à la question de Riyad qu'il avait posée au début, mais que
à laquelle je ne m'étais pas adressé, qui était l'inquiétude de se dire que contrairement peut-être à des actifs plus encadrés, les données aujourd'hui ont l'air de pouvoir traverser les frontières ou pouvoir faire l'objet de transactions sans contrôle. Donc, est-ce le cas? Quel est le pouvoir qu'a l'État ou à n'importe quelle autorité de contrôler ces flux? Alors, comme pour toute autre activité réglementée, on pourrait imaginer que le transfert ou le partage de données appartiennent à la catégorie des activités réglementées et que dans la réglementation figurent par exemple des modalités de transfert de la donnée qui pourraient être des modalités techniques ou des standards certifiant la légitimité de ce transfert de données. C'est sur ce type d'intervention que l'État peut agir. Voilà, j'ai répondu dans les questions-réponses à la personne qui demandait un peu plus de précision sur ce que c'était que la méthode FAIR et j'ai mis le lien vers le FAIR Institute qui est l'organisme émetteur de cette méthode. C'est une méthode d'évaluation du risque de cybersécurité. On va s'arrêter là puisqu'il est 13 h, bien qu'il y ait d'autres questions intéressantes qui ont été posées. La conversation peut tout à fait se poursuivre. Je vous invite en fait à reprendre contact avec les conférenciers après le webinaire. Ça sera avec plaisir. Oui, on peut rappeler qu'à 14h30, on a une séance d'une demi-heure de questions, donc on peut revenir à ce moment-là sur les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Le webinaire ne s'arrête pas de façon abrupte après la dernière présentation. On a gardé une demi-heure de libre questions-réponses et échanges. Ça sera l'occasion également. Merci.